Bonjour, mon nom est Martin Meunier. Je suis le directeur du Collège des chaires sur le monde francophone et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui, tous et toutes, pour ce grand événement qui est ni plus ni moins que le lancement d'une nouvelle chaire de recherche pour le Collège des chaires sur le monde francophone. Immédiatement, j'aimerais donc inviter le vice-recteur à la recherche de l'Université d'Ottawa, M. Sylvain Charbonneau, à prendre la parole. Sylvain, nous t'écoutons. Alors, merci Martin. Honorable Johan Verkamen, ambassadeur de la Belgique. Honorable Luc Carbonez, ambassadeur honoraire de la Belgique. Monsieur le conseiller Areski Ouamri des affaires culturelles et sociales de l'ambassade de l'Algérie. Chères représentantes et représentants de santé en français, du Consortium national de formation en santé et du Centre économique et social Ottawa-Carleton, chers membres du corps professoral et de la recherche de l'Institut de Savoir-Montfort et l'Université d'Ottawa, chère Marie-Hélène Chaumienne, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie pour votre présence en grand nombre ce matin pour participer au lancement de cette chaire de recherche de la francophonie internationale et santé, de l'immigrant ou du réfugié d'Afrique francophone subsaharienne, récemment attribuée à la professeure Marie-Hélène Chaumienne. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue. Permettez-moi tout d'abord, en tant que vice-recteur à la recherche de l'Université d'Ottawa, d'ouvrir cette session en rendant hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de la terre sur laquelle se situe l'Université d'Ottawa. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure jusqu'à ce jour non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qui souhaitent de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour lancer cette nouvelle chaire puisque nous sommes à la veille de la Journée internationale de la francophonie, une journée qui est d'ailleurs le point d'orgue de ce mois complet dédié à la francophonie. Durant ce mois de mars, nous célébrons haut et fort la vitalité de la francophonie ontarienne et canadienne, mais également de celle de tout l'espace francophone international. Nous prenons également acte des défis qui sont à relever. En tant qu'université bilingue, l'Université d'Ottawa a un rôle crucial à jouer pour soutenir et répondre aux besoins de la communauté francophone et tout particulièrement de celles qui se trouvent en contexte minoritaire. Cela passe par des orientations de recherche qui ont un impact direct sur ces communautés. C'est donc dans cette optique que le vice-rectorat à la recherche a renforcé l'axe stratégique de recherche sur la francophonie en créant en 2019 le Collège des chaires de recherche du monde francophone que pilote naturellement le professeur Martin Meunier. Le collège est un lieu de rencontre d'éminents chercheurs de différentes facultés et d'entités de recherche telles que l'Institut Savoir-Montfort qui partagent une même volonté de faire rayonner la recherche et la science en français. Le programme de ce collège des chaires de l'université regroupe pas moins de 11 titulaires de chaires, dont une chaire de mobilité, qui perpétue la tradition d'excellence, pertinence et de l'impact en recherche sur la francophonie de l'Université d'Ottawa. La diversité et la pertinence des champs de recherche de ces chaires contribuent d'ailleurs à positionner l'université comme un acteur fort au sein de l'espace universitaire francophone. La chaire de la professeure Chaumienne, que nous inaugurons aujourd'hui, est la 4e chaire de recherche du volet francophonie internationale de ce programme. Les 3 autres portant sur les politiques du patrimoine culturel, sur les technologies numériques en santé, ainsi que les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone. Je tiens à féliciter Marie-Hélène pour l'excellence des travaux de recherche qu'elle mène sur la santé des minorités et plus particulièrement celle des populations francophones en situation minoritaire. La Dr Chaumienne est professeure adjointe et clinicienne chercheuse au département de médecine familiale et chercheuse principale à l'Institut du Savoir-Montfort. Sa nouvelle chaire, qui explorera la santé physique et mentale des immigrants et réfugiés qui vivent présentement en pays d'accueil francophone,
vise à apporter un éclairage essentiel à la question de l'immigration et de l'intégration de ces populations, une problématique réelle pour ce pays d'immigration qu'est le Canada. Donc, félicitations Marie-Hélène, et sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à mon cher collègue Sani Yaya, vice-recteur international et francophonie. Sani. Merci beaucoup. Excellences, messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur Sylvain Charbonneau, vice-recteur à la recherche, Madame Martine Lagacé, vice-rectrice associée à la recherche, Monsieur Yves Pelletier, vice-recteur associé francophonie, Monsieur Martin Meunier, professeur et directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone, Madame Marie-Hélène Chomienne, professeure adjointe et clinicienne au département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Distingués invités, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux et ravi d'être ici aujourd'hui avec vous pour souligner l'inauguration de la chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l'immigrant ou du réfugié d'Afrique francophone subsaharienne. L'Université d'Ottawa se démarque une fois encore de plus avec la mise sur pied d'une chaire de recherche en médecine et en français. Le droit à la santé est un droit important et je dirais même un des droits économiques et sociaux promus par plusieurs instruments internationaux des droits de la personne. Ce droit, comme le stipulent ces instruments, doit s'appliquer universellement et sans discrimination. Pourtant, dans un contexte de migration, il est beaucoup plus difficile de faire valoir ce droit essentiel au bien-être mental, social et physique des migrants. Mais promouvoir les droits fondamentaux de ces migrants qui sont souvent perçus comme des étrangers, dont la présence sur le territoire national est la plus contestée, se révèle de plus en plus difficile, bien que cela devrait couler de source de fait de l'universalité des droits de la personne. Or, le processus migratoire, on le sait, est particulièrement source de stress. Cela peut contribuer à augmenter la vulnérabilité des migrants aux maladies, mais aussi aux troubles mentaux qui peuvent perdurer du fait d'un manque de services de santé adéquats. Le programme de recherche proposé par la nouvelle chaire de Marie-Hélène va étudier l'état des connaissances sur la santé physique et psychologique du migrant et réfugié d'Afrique francophone subsaharienne en pays d'accueil francophone. Ceci reposera sur des études comparatives transnationales, qualitatives et quantitatives qui portent sur la mesure de l'état de santé physique et psychologique, les déterminants sociaux de la santé en pays d'accueil, source d'inégalité de santé, la perception de la santé, ses origines, son évolution et ce qui l'influence, les freins et les facilitateurs à l'accès aux soins de santé, et enfin, les stratégies mises de l'avant par les instances régionales de santé pour faciliter l'accès aux soins de santé et en améliorer leur utilisation. Plusieurs pays vont collaborer aux divers travaux menés par l'équipe de cette chaire, soit le Canada, la France, la Belgique, le Bénin, et je crois comprendre que d'étroites collaborations sont entretenues avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne et la communauté franco-ontarienne. Cette chaire vient donc consolider la position de l'Université d'Ottawa comme chef de file dans le domaine de la recherche sur les francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Je tiens à remercier Martin Meunier qui, grâce à son engagement, contribue au rayonnement et à l'expansion du collège de recherche, du collège des chaires de recherche sur le monde francophone. Les principaux axes de recherche de cette nouvelle chaire, que sont la francophonie, l'immigration et la santé en Afrique subsaharienne, abordent des problématiques extrêmement importantes et je me réjouis d'avance à l'idée de collaborer avec Marie-Hélène, notamment dans le cadre de la nouvelle chaire Senghor en santé et développement dont je suis le titulaire. Chère Marie-Hélène, je profite donc de cette plateforme pour te féliciter et aussi féliciter notre chère collègue Luisa Véronis, qui est ici aujourd'hui avec nous, pour l'obtention de la bourse nationale du Consortium national de la formation en santé. Cette bourse vous permettra de travailler sur la santé périnatale des femmes immigrantes noires et francophones en Colombie-Britannique,
en Ontario et au Nouveau-Brunswick et permettra de produire des données probantes pour des formations et des interventions culturellement adaptées. L'Université d'Ottawa peut donc s'estimer privilégiée de compter dans ses rangs des chercheurs de votre calibre. Je suis particulièrement ravi de me joindre à l'ensemble des collègues ici présents aujourd'hui pour rendre hommage à ton travail, chère Marie-Hélène, et à tes qualités humaines. Toutes mes félicitations et bon succès. Merci. Merci beaucoup pour ces allocutions, messieurs Yaya et monsieur Charbonneau. Maintenant, passons simplement à Marie-Hélène et à Louisa pour la portion, on pourrait dire, substantielle de cette invitation. Donc, j'aimerais passer la parole à la nouvelle titulaire de la chaire de la francophonie internationale, Madame Marie-Hélène Chaumian. Merci Martin. Bonjour tout le monde. Merci Sani. Je pense que je n'ai plus rien à dire. Bon. Alors, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, monsieur le vice-recteur à la recherche et madame la vice-rectrice associée à la recherche, monsieur le vice-recteur à la francophonie et le vice-recteur associé à la francophonie, monsieur le président du Collège des chaires de recherche du monde francophone, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, merci de me faire l'honneur et l'amitié de m'accompagner pour l'inauguration de cette chaire. Merci surtout à ceux qui ont cru en moi et qui m'ont appuyé dans cette initiative que je n'aurais jamais envisagé d'entreprendre seule. Un merci tout particulier et spécial à Dr Jeanne Drouin, à mon doyen, le Dr Bernard Jasmin, au vice-recteur Sani Yaya, les Dr Claire Ledy, chef du département de médecine familiale, Dr Manon Denis Leblanc, aux affaires francophones, et Dr William Hogg à l'Institut du savoir Montfort. Merci aussi à mes collaborateurs qui ont accepté de travailler avec moi ici en France, au Canada, au Bénin, puis au Sénégal. Sans oublier, bien entendu, ma famille, mon conjoint, les enfants, Alexandra, Sophie, Jean-Pierre et Maxime. Alors donc, comme vous le savez déjà, les travaux de la chaire vont se concentrer sur 5 ans pour étudier la santé physique et la santé mentale de l'immigrant et du réfugié francophone originaire d'Afrique subsaharienne, et le tout dans un contexte de minorité linguistique au Canada. Cette thématique, si elle s'inscrit dans une suite logique de mes travaux de recherche, de ma carrière de médecin et d'enseignant, elle répond aussi aux axes stratégiques de recherche de l'Université d'Ottawa qui visent ultimement de mieux comprendre et améliorer le monde qui nous entoure. Elle répond aussi au mandat de responsabilité sociale de la faculté de médecine et à une profonde aspiration de justice sociale. Je suis ici aujourd'hui aussi comme immigrante, une immigrante francophone au Canada et maintenant à Ottawa. Je ne suis pas issue de la communauté noire et je suis très consciente de mes limites à cet égard vis-à-vis de la thématique de la chaire. Mais je m'engage à me poser comme l'avocat défenseur de la communauté noire et en toute humilité car j'ai aussi beaucoup à apprendre. Ayant quitté le Maroc jeune, je me retrouve avec ma famille pour quelques années aux États-Unis. Puis nous séjournons plus de 10 ans en Angleterre et ensuite je complète mes études de médecine en France. Ainsi, je n'ai vécu que 7 ans en France, mais mon sentiment d'appartenance française reste fort. Je me suis d'ailleurs souvent questionnée lors de mes travaux sur les minorités francophones, sur l'identité francophone, qui certes s'appuie sur une langue commune comme véhicule, mais aussi sur des schèmes de pensée, des schèmes cognitifs définis par une éducation, des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles au pays et aux régions dont nous sommes issus, la richesse de leurs écrits, de leurs accomplissements artistiques et de leurs paysages aussi. Mais on ne se sent jamais autant francophone que lorsque notre francophonie est menacée. On ne peut répondre aux besoins ni réduire les inégalités de ce que nous ignorons. Si la quête de l'équité est une valeur fondamentale en médecine, cette aspiration nous enseigne l'importance de la connaissance de l'autre, des populations que nous aurons à desservir, de leurs besoins, de leurs caractéristiques et des inégalités sociales et de santé dont elles souffrent. Nous devons au médecin belge Charles Bollen les travaux qui ont mis sur pied le consensus national pour la responsabilité sociale des facultés de médecine. C'est cette quête vers l'équité et ce sens de responsabilité sociale qui va sous-tendre et alimenter les travaux de cette chaire.
C'est donc à ce titre de clinicienne et de chercheur que je travaillerai avec mes collaborateurs à faire la lueur sur l'état de santé de la population immigrante noire francophone. La survenue de la COVID a mis en évidence les inégalités de santé flagrantes des populations noires, mais aussi l'absence de données en raison d'une absence du recueil systématique des données de santé pour ces populations au Canada. Il devient donc urgent de les identifier, de les recueillir, de les analyser afin de faire un portrait fiable de la santé des populations noires francophones et des facteurs qui l'influencent. Mais ces travaux ne se feront pas en silo. Tout comme la pratique médicale ne s'envisage plus sans les appuis d'une collaboration interprofessionnelle, la recherche sur la santé et ses déterminants nécessite une approche inter- et multidisciplinaire et surtout participative. On visera la participation des organismes communautaires, locaux et nationaux. Au Bénin, notre collaborateur David Winsa, en tant que sociologue, aura cette tâche au sein de l'équipe d'être notre conscience. Car il ne faut pas oublier, comme disait l'historien François-Xavier Fauvel, l'exceptionnelle diversité sociale de l'Afrique, ses quelques 2400 langues parlées, ses religions, ses diversités politiques, économiques, littéraires et artistiques qui sont en résumé les forces motrices et créatrices de l'Afrique. Mes travaux de recherche débutent à peu près plus de 10 ans de carrière et ils portent sur les troubles courants de la santé mentale en soins primaires. Bien qu'au niveau des soins primaires, nous voyons et soignons près de 90% des problèmes de santé mentale, notamment anxiété et dépression, nous sommes souvent à cet égard insuffisamment préparés ou outillés, mais surtout, nous avons peu de temps à pouvoir dédier à ces conditions. Ces travaux, orientés vers l'amélioration de l'accès aux psychothérapies, ont permis des avances significatives dans les 2 dernières années, notamment en Ontario et au Québec. Parallèlement, avec Louise Bouchard et nos collaborateurs, nous avons travaillé sur la santé des minorités francophones dont le différentiel de santé a pu être mis en évidence et où la nécessité d'avoir des professionnels de santé qui parlent notre langue et comprennent notre culture est reconnue de toute importance et tout particulièrement en matière de santé mentale. Nous avons identifié que ces populations sont plus âgées, vivent plus souvent en région rurale, ont des styles de vie plus délétères pour leur santé. Une analyse rigoureuse avait aussi démontré qu'en ajustant pour tous ces facteurs, il persistait une différence que nous avons mise sur le fait minoritaire. Ce que tout récemment, des études aux États-Unis ont aussi identifié l'influence négative du fait minoritaire sur la santé. Puis ce fut ma découverte de l'Afrique subsaharienne en développant des stages cliniques en santé mondiale pour les étudiants et les résidents de médecine au Bénin. Ces stages ont formé plus de 87 étudiants depuis 16 ans et ont permis de conduire des projets de recherche sur la santé maternelle et infantile. Forte de mes 15 ans comme médecin accoucheur, j'étais bouleversée de voir tant de femmes et de nouveau-nés mourir de causes évitables. Mais vivre aussi pendant ces quelques semaines chaque année au Bénin a facilité cette prise de conscience à savoir combien peu, en tant que prestataires de soins, nous sommes préparés à soigner les immigrants d'Afrique francophone subsaharienne et de pouvoir développer avec eux ce lien thérapeutique et de confiance si essentiel à notre profession. Comprendre et savoir aussi que pour ces populations, la santé n'a jamais été un droit. Ainsi, l'importance de générer des données probantes est dans la suite de ces constats et dans la logique de ce parcours de médecins et de chercheurs. Seules les données probantes, solides et robustes permettront de changer les pratiques, les attitudes et ajuster les formations des futurs professionnels de santé. Le programme de la chaire veillera à répondre à diverses questions face à la population à l'étude sans se limiter aux suivantes. Quelle est la santé et la santé mentale, physique et la santé mentale de cette population et comment la mesure-t-on de façon fiable? Quels sont les facteurs prédominants, contextuels, culturels, religieux, qui influent leur santé physique et mentale et leur accès aux soins? Quels sont les défis en santé ressentis et vécus par cette population? Quelles recommandations peuvent-elles être faites? Quelles meilleures pratiques à adopter en matière de prévention, d'identification, de prise en charge et de traitement face aux enjeux de santé spécifiques de cette population? Comment mieux outiller les prestataires de soins, les usagers? Comment mieux informer les décideurs, les utilisateurs de connaissances? Comment former nos futurs professionnels de santé?
En Ontario, pour les immigrants noirs récents, moins de 5 ans, près de 50% d'entre eux ont le français comme première langue officielle parlée. Dans un contexte de vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire, l'immigration noire francophone est un enjeu majeur pour le dynamisme de ces communautés. Les enquêtes font souvent rapport d'un bon état de santé chez les migrants dans ces premières années d'immigration. Ceci en se basant sur un état de santé autodéclaré qui peut être trompeur, car on sait aussi que la population noire présente souvent des conditions socio-économiques défavorables, voire précaires dans les premières années d'immigration, malgré leur diplôme et leurs compétences professionnelles. Un chômage plus élevé, un revenu insuffisant, de l'isolement, des troubles psychologiques, un accès réduit aux services de santé et une qualité amoindrie de la prise en charge. Ces déterminants de la santé défavorable suggèrent des inégalités sociales et de santé qui les exposent à une moins bonne santé et au mal-être. Mais il est important aussi de souligner certaines particularités de la santé de la population noire qui est plus sujette à certaines maladies chroniques. Les chiffres rapportés proviennent d'études faites aux États-Unis avec les Blancs non hispaniques comme comparateurs. Ainsi, l'hypertension, le diabète, le cancer de la prostate, certains problèmes psychologiques sévères peuvent être jusqu'à près de 2 fois plus élevés. Pour les femmes, la mortalité due au cancer du sein, 40% plus élevée, et les complications de la grossesse de 3 à 4 fois plus élevées. Ces différences ne sont pas toujours en lien avec des différences de comportement, de style de vie ou de facteurs socio-économiques. Les études sur le génome et l'exome commencent maintenant à identifier des particularités moléculaires à la base de ces différences. Et nous porterons donc une attention particulière à ces maladies chroniques. Pour étudier les inégalités de santé, nous ferons appel à différents cadres conceptuels que nombreux d'entre vous connaissent bien, le cadre conceptuel de la Commission des déterminants sociaux de la santé développé par l'OMS, le modèle d'Andersen sur l'accès aux services de santé et les modèles de littératie en santé. Le programme ciblera 3 groupes d'immigrants identifiables dans les 3 pays considérés: les immigrants diplômés, les immigrants de regroupement familial, les demandeurs d'asile et réfugiés. Nous aurons recours, comme souligné Dr Saniyaya, à diverses méthodes pour répondre aux questions de recherche du programme de la chaire. Des études populationnelles quantitatives pour l'exploration des enquêtes et des grandes bases de données administratives de santé. Nous conduirons aussi des scans environnementaux, d'écrits et de rapports gouvernementaux avec un bilan comparatif des diverses stratégies gagnantes et des leçons apprises. Nous mènerons aussi des études qualitatives, participatives, en collaboration avec nos partenaires communautaires pour être à l'écoute de cette population. En soi, la création de la chaire a un effet structurant et catalyseur pour la recherche et l'avancement des connaissances. Elle a d'emblée un effet synergique et rassembleur auprès des collègues, des chercheurs et des apprenants de diverses disciplines: médecine, psychologie, psychiatrie, politique de santé, épidémiologie et santé publique. Et elle appelle à des collaborations interdisciplinaires, transsectorielles et internationales, ainsi qu'à des collaborations partenaires avec la communauté. En résumé, la chaire voudra répondre au mandat de la responsabilité sociale en recherche de l'Université d'Ottawa, mais aussi de la faculté de médecine, de constituer une équipe de recherche francophone engagée, internationale, interdisciplinaire, avec une expertise en santé des immigrants francophones d'Afrique subsaharienne. 3, former et développer une relève scientifique francophone d'excellence multi-interdisciplinaire marquée par la diversité et l'inclusion. Et 4, avoir un rôle transformateur pour la santé de la population noire, c'est-à-dire voir les résultats de la recherche se concrétiser en changements réels dans les pratiques de soins. Alors, sur ce, je voulais vous annoncer, mais Sani m'a devancé, donc nous avons une notre première étude qui va être financée par le Consortium national de formation en santé sur la santé périnatale des femmes immigrantes noires et francophones en Colombie-Britannique, en Ontario et Nouveau-Brunswick. Et nous avons comme partenaires ceux qui sont déjà présents ici, comme le Centre francophone du Grand Toronto, le réseau congolais des femmes congolaises d'Ottawa-Carleton, le CESOC aussi. Et donc, on remercie nos partenaires. Et alors, merci pour votre écoute et je cède la parole à Louisa et nos partenaires et collaborateurs.
bonjour, merci Marie-Hélène. Il me fait grand plaisir de vous accueillir tous en si grand nombre aujourd'hui à cette occasion spéciale de l'inauguration de la chaire de Marie-Hélène avec qui j'ai déjà la chance de collaborer et ça va étendre encore plus mes recherches vu que ma chaire examine les expériences et les relations des immigrants francophones dans les communautés minoritaires en Ontario. Donc, pour ma part, ce matin, il me fait vraiment plaisir de présenter et faciliter une table ronde internationale avec les partenaires et collaborateurs, collaboratrices de la chaire de Marie-Hélène en Ontario, en Afrique et en Europe, qui vont s'exprimer sur l'importance des enjeux qui seront examinés dans le cadre de ces recherches, ainsi que sur les contributions multiples qu'elle vient de nous exposer. Je vais donc présenter chaque participant et participante à son tour et leur demander de nous parler de leurs perspectives sur les thématiques qui seront abordées et leur portée. Nous allons entamer avec une représentante de la communauté qui est au cœur des recherches de cette chaire. Il me fait plaisir d'accueillir parmi nous Madame Hanifa Kalai, qui est gestionnaire de programme à l'Organisation des normes en santé. Elle est cofondatrice du réseau des femmes congolaises, une ONG visant à inspirer et valoriser les femmes de la communauté congolaise dans le monde en agissant sur leur santé sociale, santé mentale et santé physique. Donc, Madame Kalai, vous êtes avec nous en tant que membre de la communauté noire, mais vous êtes aussi médecin généraliste vous-même, ayant pratiqué en République démocratique du Congo, et avait un doctorat en médecine préventive et environnementale. Donc, la question que nous avons pour vous est, selon vous, quelle importance voyez-vous à ces thématiques de la chaire de Marie-Hélène sur la santé et les immigrants francophones d'Afrique subsaharienne? Bonjour à tous et merci beaucoup Louisa pour la parole. Encore une fois, je commencerai comme tout le monde par dire félicitations à Marie-Hélène pour cette chaire et je voudrais aussi la remercier pour cette invitation. Je pense que dans ma présentation, il y a un point important qui n'a pas été dit. J'ai travaillé avec Marie-Hélène pendant plusieurs années à l'hôpital Montfort en tant que coordonnatrice de recherche. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de voir aujourd'hui que tout le travail qu'elle a abattu depuis a pu aboutir à cette chaire. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'importance que peut représenter cette chaire pour les communautés noires, je commencerai d'abord par, avant de parler des raisons, j'aimerais d'abord dire que je pense que cette chaire vient à un moment opportun d'abord. Pourquoi un moment opportun? Comme Marie-Hélène vient juste de le dire, la pandémie à COVID-19 a pu montrer à tous qu'il y avait des inégalités en santé, que les communautés noires, comme on le sait, comme on le voit, ont eu à subir plus de conséquences négatives que d'autres communautés ethniques au Canada et dans le monde. Donc là, ça veut dire que la chaire de Dr Chaumaine vient vraiment combler cette lacune qu'on avait du côté des données qui peuvent nous informer sur l'état de santé de ces populations. La deuxième raison pour laquelle je pense que ça vient à un moment opportun, c'est que présentement, on assiste, je dirais, à une augmentation assez exponentielle, je dirais, de la croissance démographique dans les populations nord. Pourquoi? Dans les années 80, je pense qu'il y avait environ peut-être 5% des immigrants noirs qui venaient d'Afrique subsaharienne. Mais maintenant, donc, si je me rappelle bien, entre 2011 et 2016, on a remarqué qu'on a environ 65% des immigrants noirs qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc, on se retrouve avec une population plus grande, mais malheureusement, on n'a toujours pas de données sur cette population. Donc, pour ces deux raisons, je pense que déjà, la chaire de Dr Chaumienne, elle vient à un moment opportun. Maintenant, pour les raisons. Il y aurait beaucoup de raisons. Je pourrais parler de beaucoup de raisons pour lesquelles cette chaire est importante pour la santé des communautés immigrantes noires originaires d'Afrique subsaharienne, mais je vais peut-être me focaliser seulement sur deux pour ne pas prendre le temps qu'on pourrait utiliser pour continuer la conversation. La première raison, c'est
le fait que cette chaire prend en compte les déterminants sociaux de la santé. Je pense que c'est un élément très important, mais auquel souvent on ne porte pas beaucoup d'attention. On s'attelle plus à traiter, à voir la personne d'un point de vue physique, santé physique uniquement, alors que les déterminants sociaux de la santé ont une grande influence sur la santé des personnes. Et au sein même des déterminants sociaux de la santé, il y a un aspect très important, c'est la culture. La culture a un impact important sur plusieurs aspects de la santé. Déjà, l'expérience qu'on a même de la maladie et de la santé, sur l'interprétation qu'on a même, on a des résultats médicaux qu'on pourrait recevoir, l'interprétation des traitements, la compréhension des options de traitement, la compréhension même du pronostic même d'une maladie. Souvent, c'est un aspect qu'on néglige, mais la culture, c'est la chose qui ne change pas. On peut vivre, on peut avoir vécu 20 ans au Canada, mais on garde sa culture et elle aura toujours un impact sur notre santé. Donc, le fait que cette chaire prend en compte les déterminants sociaux et donc la culture, je pense que c'est un aspect très important. Le deuxième aspect important, c'est la langue. La langue elle-même, le français. Lorsqu'on arrive au Canada et même dans d'autres pays peut-être où le français n'est pas la première langue, on est buté à beaucoup de barrières. On est à beaucoup de barrières d'accès, beaucoup de barrières aussi quant à l'accès non seulement aux soins, mais aussi l'aspect à des ressources qui pourraient nous aider à développer notre littératie en santé, parce que c'est très important. On vient d'un autre milieu, on n'est pas vraiment habitué au système dans lequel on arrive, mais on est buté à des barrières linguistiques. Donc, je pense qu'en prenant en compte ces deux aspects, la culture et la langue, je pense que ça devrait avoir un impact significatif sur non seulement la santé de la personne, mais aussi l'accès aux services de santé. Donc, pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres sur lesquelles, comme je disais, je ne voudrais pas m'étendre, je pense que la chaire de Dr Chaumienne vient vraiment combler une lacune importante pour améliorer la santé des communautés noires immigrantes provenant d'Afrique subsaharienne. Donc, je m'arrêterai là, mais avant de peut-être de vous remettre la parole, Louisa, je voudrais dire que je suis très contente d'apprendre aujourd'hui que la subvention du CNFS a pu être gagnée. Donc, on sera, le réseau des femmes congolaises sera très heureux de pouvoir travailler avec Dr Chaumienne sur ce projet. Merci. Merci pour ces précisions vraiment enrichissantes qui nous aident et qui rendent très, très réels les besoins qu'on espère cette chaire va venir combler d'un point de vue aussi concret. Donc, j'aimerais maintenant vous proposer de nous tourner vers l'Afrique et le point de vue des communautés d'origine. Et nous recevons avec grand plaisir Monsieur le professeur David Winsa, qui est enseignant, chercheur et expert senior en sociologie de développement, en planification stratégique et opérationnelle et en vision stratégique du genre. Il est également directeur scientifique du laboratoire d'appui au management et des études novatrices à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Nous sommes sincèrement heureux de vous avoir avec nous en direct de Cotonou. Donc, on aimerait vous demander quelle contribution voyez-vous dans ces travaux de la chaire, quelles sont les problématiques que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler autour de vous concernant, par exemple, les difficultés de vos concitoyens qui ont émigré, de leurs familles qui restent au pays. En tant que sociologue et anthropologue, quelles sont les problématiques à aborder et à ne pas oublier surtout de votre point de vue? Merci, Louisa. Je commence d'abord par dire grand merci à Marie-Hélène pour m'avoir associé à ce travail capital. Et j'ai eu le plaisir et la chance et le bonheur de travailler avec elle depuis plus d'une douzaine d'années. Et je la connais assez très motivée, assez très passionnée dans le travail qu'elle fait. Et c'est le fruit
Donc, de ses efforts, je la félicite. Alors, et mon avis par rapport à cette chaire est qu'elle est, elle est très bienvenue, étant donné que, de mon point de vue, l'immigration, d'abord, pour moi, n'est pas un accident ni un fait social banal, mais c'est en fait une réalité tangible de notre existence. Pour moi, et en tant qu'être humain, nous appartenons à toute la terre et toute la terre nous appartient. Et c'est à partir simplement du fait qu'on s'est approprié des portions du parcelle du terroir par là, qu'on a défini les barrières et on se dit on est béninois, on est malien, on est canadien, on est français ou autre. Autrement, la terre appartient à tous les êtres vivants. Et certains philosophes disent que la patrie, c'est là où on se sent à l'aise. Donc, de ce point de vue, pour moi, peu importe là où on se trouve, peu importe la couleur qu'on a, lorsqu'on se sent à l'aise, on est chez soi. Mais malheureusement, l'organisation de notre société est telle que lorsque tu quittes ton milieu d'origine culturelle, Anifa l'a dit tout à l'heure, le déterminant culturel est très important, on se trouve confronté à un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes à l'organisation de l'espace où on arrive. Alors, du point de vue des difficultés auxquelles les immigrants noirs se trouvent confrontés, et disons au Canada, je dirais quelques-unes de ces difficultés avant de revenir sur l'importance de cette chaire-là. Lorsqu'un immigrant arrive ou un étranger arrive au Canada, je prends le cas des étudiants, et s'ils arrivent aujourd'hui, le premier problème auquel ils sont confrontés, c'est la non-adaptation du système, disons, pédagogique auquel ils sont habitués par rapport au système canadien qui est le système anglo-saxon LMD. Parce que l'expérience de LMD est en cours aujourd'hui, mais n'a pas encore pris corps dans la plupart des pays et ils sont déroutés. Et une fois déroutés, vous concevez avec nous que la question de santé mentale prend un coup parce qu'il est démotivé, il ne sait pas comment il va prendre les crédits, il ne sait pas comment il va faire ci, il va faire ça, il passe difficilement les premiers moments. Le contact aussi avec les professeurs, ce n'est pas la même habitude que dans nos pays. Ensuite, l'accès aux services de base, les services sociaux de base, y compris bien sûr la santé et d'autres services, s'il n'est pas dans un environnement où il est pris en charge par les anciens de sa communauté et autres, il se trouve pratiquement confronté à une existence difficile et il se cherche. Lorsque, au-delà des études académiques, il va pouvoir trouver du travail, ça devient une autre difficulté parce que l'accès au travail, il y a toujours que la perception de la couleur. Chez certains, je dis bien chez certains employeurs, il ne fait pas toujours confiance à moins que et on te mette en situation d'essai et que tu fasses tes preuves et à partir de ce moment, ça s'ouvre. Les premiers moments sont toujours des moments de test et des moments relativement difficiles. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est le problème de réseautage. Parce qu'il existe des réseaux dans lesquels les immigrés peuvent entrer facilement. Alors, si dans sa communauté, il n'y a pas de réseau ou ne trouve pas d'autres réseaux dans lesquels il peut entrer pour qu'il soit pris en charge très rapidement, ça peut poser aussi des problèmes comme étant des difficultés. Il y a aussi le rythme, disons, du travail, parce que le rythme de travail en Occident n'est pas toujours le même. Alors, il arrive et il trouve un rythme de travail et de vie auquel il n'est pas habitué, et ça, c'est des problèmes donc d'adaptation. Je dirais aussi l'adaptation climatique et autres. Voilà en quelque sorte quelques premières difficultés auxquelles les immigrants, dès qu'ils arrivent, ils sont confrontés. Mais l'importance donc de cette chaire par rapport donc à la santé mentale et physique est déterminante dans la mesure où l'un des meilleurs, je dis bien l'un des meilleurs capitaux qu'on peut avoir en termes d'évolution dans la vie, c'est la santé
et la liberté. Lorsqu'on est malade, on se trouve handicapé, on ne peut plus rire. Alors, lorsque donc tu arrives dans un milieu où tu estimes étant un milieu où tu vas vivre mieux et que tu as les ressources physiques, physiologiques, et que par la suite tu es handicapé au plan santé, alors ça veut dire que tu ne peux plus rien. Alors, dans la mesure où cette chaire vient pour essayer de travailler et à analyser donc les problèmes qui sont des problèmes liés aux minorités pour proposer des approches de solutions trouvées, arriver à expliquer un certain nombre de réalités qui peuvent permettre à d'autres chaînes de prendre ces problèmes en charge et d'apporter des solutions adéquates aux immigrés, c'est une très, très, très bonne chose. Donc, nous saluons donc les travaux de cette chaire et nous espérons y contribuer et c'est un bonheur pour nous de travailler avec Marie-Hélène Chaumienne. Je vous remercie. Merci beaucoup de ce portrait qui nous présente l'expérience vécue d'un immigrant ou d'un immigré d'Afrique, notamment ici au Canada avec le climat, les différences linguistiques, culturelles et quel peut être le parcours et l'impact que cela a sur la santé mentale et physique. Nous passons maintenant à une perspective transatlantique et c'est un honneur de présenter M. Luc Carbonnet, qui est diplomate, ancien ambassadeur de la Belgique au Canada et ancien ambassadeur de Belgique à La Haye. Il a notamment une grande expérience de la coopération entre les pays d'Europe et les pays d'Afrique. Donc, c'est un privilège et nous sommes honorés de vous avoir avec nous à l'occasion de l'inauguration de la chaire de Marie-Hélène. Nous serions heureux si vous pouviez nous brosser rapidement la perception que vous avez de l'importance des collaborations du Canada avec l'Europe en matière de recherche et tout particulièrement en ce qui a trait à l'immigration de l'Afrique subsaharienne, malgré des contextes sociopolitiques différents. Y voyez-vous par exemple des similitudes qui pourront nous permettre de faire avancer notre compréhension de ces enjeux? Merci de m'avoir invité. Évidemment, je voudrais féliciter tout d'abord Marie-Hélène pour cette chaire et pour tous ces femmes et hommes éminents qu'elle a réussi à avoir lors de cette séance d'inauguration. Je suis très impressionné. Vous savez tous qu'un diplomate est un généraliste et je n'entends que des spécialistes. Félicitations pour les interventions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Alors, quand j'ai appris que je voudrais aussi, encore une fois, dire bonjour à mon successeur, Johan Verkammen, que je connais depuis très très longtemps et qui peut certainement être utile à un moment ou autre pour trouver une bonne coopération européenne. Et je me demande d'ailleurs, Johan, si tu as envie de dire quelque chose, si tu as envie de dire quelques mots. Tu restes silencieux. Ah, c'est gentil, Luc, mais je te laisse volontiers la parole. J'ai été fort intéressé par ce qui a été dit jusqu'à présent. Je suis aujourd'hui encore plus généraliste que toi. Je n'ai pas approfondi la matière, donc je n'ai rien d'intelligent à ajouter. Je suis désolé. Mais vas-y, Luc, tu parles pour la Belgique. Quand on m'a présenté la question, j'étais fort intéressé parce que, évidemment, entre le Canada et l'Union européenne, il y a depuis très longtemps une communauté de valeurs, communauté culturelle, de très bons liens économiques, communauté de langue aussi, en partie. Et je crois d'ailleurs qu'en recherche, le premier accord de recherche qui a été fait avec le Canada était en 1959, c'est un accord de recherche nucléaire. Mais évidemment, ça a beaucoup évolué. Et
maintenant, depuis 2016, nous avons un accord CETA qui est un accord économico-commercial, évidemment, mais à côté de ça, nous avons un accord de partenariat où la santé est quand même assez bien mise en vue. Et suite à cet accord, en plus, dans une réunion entre l'Union européenne et le Canada, on a mis encore une fois en exergue la santé comme sujet de recherche. C'est extrêmement intéressant parce que finalement, toute recherche demande des fonds. Sans argent, on ne peut rien faire, évidemment. Et l'Union européenne est un grand pourvoyeur de fonds. De l'autre côté, et je crois que c'était M. Oubansa qui a dit ça, le réseautage. Bon, il ne suffit pas d'avoir un accord sur la recherche et de voir des possibilités de financement, mais il faut aussi un réseau. Et je crois que là, la francophonie est un instrument merveilleux. Hein. Et je le vois ici d'ailleurs. Bon, je crois que tout le monde ici présent est membre d'une façon ou d'une autre de la francophonie. Et dans ces accords de recherche avec l'Union européenne, et d'ailleurs, je crois dans tout accord de recherche, il faut trouver des répondants qui sont prêts à, avec l'Université d'Ottawa ou avec n'importe quelle université, de faire un travail d'équipe. Alors pour ça, évidemment, la francophonie est un instrument merveilleux. En plus, et là je parle pour la Belgique, sous l'autorité de mon ambassadeur, il y a évidemment les accords bilatéraux. Les accords bilatéraux avec la France, avec... je parle de la France et je parle de la Belgique parce que c'est vraiment les pays de la francophonie, hein, avec la Suisse, mais bon, les piliers, c'est quand même la France et la Belgique en Europe. Donc, pour la Belgique, déjà, il y a, je crois, une vingtaine d'accords universitaires entre universités avec le Canada. Et d'ailleurs, je crois qu'en 2018, il y a eu une mission royale au Canada où il a été beaucoup question de recherche finalement. Donc là aussi, il y a des possibilités. Et je crois que ce trépied financement européen, réseau francophone et réseau bilatéral est excellent pour faire des programmes de recherche. Maintenant, si nous parlons d'immigration subsaharienne, quand j'étais ambassadeur au Canada, nous avons souvent discuté d'immigration. Et j'ai toujours expliqué à mes interlocuteurs canadiens qu'il y avait une énorme différence entre l'immigration au Canada et l'immigration en Europe, l'immigration en Belgique, en France, etc. Du fait que le Canada cherche, bon an, mal an, environ 300 000 personnes à l'extérieur de ses frontières pour venir renforcer l'économie et le pays. Comment est-ce qu'ils font ça? Je ne dois pas vous le dire. Il y a une très forte sélection. Les gens qui arrivent ici ont toujours, pratiquement toujours, je crois toujours d'ailleurs, un très haut niveau d'éducation, ont été sélectionnés aussi pour leur qualité autre que niveau d'éducation, et sont sélectionnés
dans les pays d'où ils viennent. Ce sont les ambassades canadiennes qui font la sélection. Évidemment, il y a une très grande différence avec l'Europe, puisque là, beaucoup de gens, beaucoup d'immigrants arrivent, fuient leur pays et arrivent sans crier gare, je dirais, en Europe. Ça, évidemment, ça fait une différence. Alors, mon impression, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que j'ai entendu les intervenants africains, Mme Kalai et M. Ouinsa, je me disais, mais en fait, où est le problème au Canada? Il ne peut pas y avoir de problème parce que c'est une très bonne sélection. Les gens qui arrivent trouvent facilement du travail. Ils ont du travail quand ils arrivent. Où est le problème? Mais évidemment, ce qui est vrai, c'est que la qualité de vie dépend de la langue, mais évidemment aussi de la culture. Et là, je crois que malgré le fait que beaucoup d'immigrants subsahariens arrivent dans des conditions tout à fait différentes et en fait à l'origine plus difficiles en Europe qu'au Canada, leur insertion finalement en Europe est plus facile qu'au Canada. Du fait que nous partageons quand même la même langue, et du fait aussi surtout que j'ai l'impression que les cultures sont plus proches et l'organisation de la société en général est plus proche en Europe qu'au Canada. Et là, quand je me réfère à la Belgique, bon, les gens s'organisent en communauté. Je crois que tout le monde connaît Matongo à Bruxelles. Il y a vraiment une petite ville dans la ville, une petite ville congolaise. Hein. Je crois que de ce fait-là, une insertion est finalement, d'une certaine façon, plus facile qu'au Canada. Tous les immigrants subsahariens qui rentrent au Canada comme immigrants légaux ou comme demandeurs d'asile ou de réfugiés passent donc par une ambassade canadienne dans leur pays d'origine. Chez nous, en Europe, la présence est une présence en partie historique. Quand je me réfère à la Belgique, il y a une présence aussi, je ne dirais pas suite à des événements qui ont eu lieu dans la région subsaharienne et et je crois que c'est la même chose en France d'ailleurs, où les pays prennent leurs responsabilités et acceptent un nombre de réfugiés chez eux. Évidemment, il y a aussi les sans-papiers, et là, c'est une histoire tout à fait différente. Avec les sans-papiers, comme nous vivons sous la Convention de Dublin, ceux qui ne peuvent pas arriver de façon légale en Europe doivent, quand ils arrivent sur le sol européen, s'adresser au pays où ils arrivent. Et de ce fait, il y a beaucoup de réfugiés subsahariens qui arrivent maintenant dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne. Évidemment, sous le régime Schengen, puisqu'il y a libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, ils peuvent, une fois qu'ils sont arrivés et ils ont été acceptés comme immigrants demandeurs d'asile, ils peuvent voyager plus loin et s'installer dans les pays
où ils veulent. La grande différence, je crois, entre, quand on parle de santé physique déjà, un nombre de réfugiés qui arrivent en Europe d'Afrique subsaharienne sont dans des conditions physiques déplorables, hein, puisqu'ils ont dû traverser, ils ont dû faire des milliers de kilomètres pour arriver à la mer. Et ensuite, ils ont dû traverser par bateau, non pas une fois, mais plusieurs fois, avant d'arriver en Europe à destination. Et deuxième problème, qui est quand même très différent, je pense, c'est que s'il y a certainement des problèmes de santé mentale pour les subsahariens, les Africains subsahariens qui arrivent au Canada, à mon avis, ils doivent être différents des problèmes de santé mentale qu'ont un nombre de réfugiés subsahariens qui arrivent en Europe, puisque les conditions qu'ils ont vécues dans leur parcours vers l'Europe ont été tout à fait différents, ont été terribles. Donc, il y a des deux côtés, je pense, des problèmes de santé avérés, mais qui sont différents pour ceux qui arrivent en Europe et ceux qui arrivent au Canada. Mais il est certain que ce sont des problèmes qui, à l'heure, restent sous le boisseau, dont on parle très peu. Hein. On s'arrange, les gens s'arrangent comme ils peuvent. Et évidemment, c'est une initiative fantastique de faire une chaire pour suivre ces problèmes et pour trouver à les solutionner. Voilà un peu les idées que j'ai sur la coopération, d'une part, avec l'Europe, dans les accords et du fait des accords, et certainement du dernier accord de 2016, cette coopération devient de plus en plus intéressante. Comme cette coopération s'inscrit également dans la francophonie, la coopération qui est demandée par tout accord de recherche qui est demandé entre universités est évidemment assez facile à organiser, du moment que le projet est suffisamment intéressant pour les parties prenantes. Donc là, de ce côté-là, il y a très peu de problèmes, finalement. Et cette coopération, donc, à chaque fois qu'on fait un travail de recherche sur la santé, en pouvant comparer les situations européennes et les situations canadiennes, on arrivera certainement à des conclusions extrêmement intéressantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Carbonnet. Premièrement, de souligner l'importance de la francophonie comme réseau, mais aussi nous rappeler les accords bilatéraux et universitaires, ainsi que les différences de contexte. Et d'ailleurs, nous nous tournons maintenant vers la France et accueillons Madame Annabelle Desgris-Duloup, qui est démographe et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à l'Université Paris-Descartes, ainsi que directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration. Elle travaille auprès des migrants, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne, et étudie la problématique du virus du VIH-Sida et de la précarité sociale au sein de ces populations en France. Donc, forte de votre affiliation avec l'Institut Convergence Migration et vos travaux, comment voyez-vous vos contributions aux thématiques de la chaire? Quelle est la plus-value et comment cette collaboration transatlantique pourrait être fructueuse? Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation. C'est très intéressant pour moi parce que je découvre
votre système de chair que je ne connais pas, c'est passionnant. Je suis ravie de participer à cette aventure. Alors peut-être 2 mots sur l'Institut Convergence Migration que vous avez cité, qui est tout neuf en France, hein, qui a 3 ans, et qui est en fait un institut transversal entre, on a un système très compliqué en France pour la recherche et l'enseignement, mais alors on aime bien, on a ce qu'on appelle le millefeuille, on a beaucoup de feuilles qui se superposent les unes aux autres, et on a des instituts transversaux qui essayent de faire travailler les gens ensemble. Et donc l'Institut Convergence Migration, c'est un institut qui rassemble presque tous les instituts de recherche et une bonne partie des universités qui travaillent avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui travaillent sur les questions des migrations. Et sans aller plus loin, ce qui me paraît intéressant là par rapport à la chaire et par rapport aux travaux de Marie-Hélène, c'est que un des objectifs de cet institut, c'est de décloisonner les chercheurs qui travaillent sur le champ de on a beaucoup en France, comme je crois chez vous et comme un peu partout, on a les chercheurs qui travaillent sur le champ de la santé, donc la santé des migrants, santé immigration, etc. Et puis, il y a aussi tout un champ en sciences sociales autour des migrations, les historiens, les politistes, les géographes. Et ces différents champs se parlent en fait assez peu. En fait, disons que les chercheurs en sciences sociales des migrations parlent assez peu aux chercheurs et médecins qui travaillent sur la question de santé et immigration. Et donc là, un des objectifs de l'Institut Convergence, c'est justement de décloisonner et de faire mieux dialoguer ces différents champs de recherche. Voilà. Et je crois que pour les gens qui travaillent en santé, que nous sommes, c'est vraiment intéressant de pouvoir comme ça avoir accès plus directement à tous nos collègues qui ne travaillent pas dans le champ de la santé, mais dans le champ des migrations. Alors, mes travaux, vous avez un peu dit, donc moi je suis arrivée, je dirais, sur au champ de migration et santé par le VIH, qui, comme vous le savez, touche plus les Africains que les personnes d'autres origines. Et donc en France, les personnes nées en Afrique subsaharienne constituent le 2e groupe le plus touché par l'épidémie en France. Effectivement, on a mené pas mal de travaux sur le VIH et l'hépatite B, qui possèdent les mêmes caractéristiques, et les populations africaines vivant en Île-de-France, et avec vraiment un focus sur ce que vous avez nommé comme les déterminants sociaux de la santé. Donc, on a en particulier pu montrer avec des approches biographiques que les personnes qui avaient connu des années de vie en France sans titre de séjour ou des années de vie en France sans logement avaient été beaucoup plus exposées aux risques sexuels, mais aussi aux violences sexuelles. Et tout ça, ça les exposait plus au VIH. Et on a pu mesurer aussi la part des personnes, des Africains suivis pour un VIH en France qui en fait ont été infectés après l'arrivée en France. Ce qui a amené à pas mal reconsidérer ce lien entre VIH et immigration et voir que l'infection vers le VIH n'est pas une épidémie d'importation comme on croit souvent, mais et surtout une épidémie de la précarité en fait et de ce qu'on inflige comme condition d'accueil ou de non-accueil à nos migrants. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je crois qu'on rejoint vraiment les problématiques portées par Marie-Hélène et portées par cette chaire. Et donc nous, ça nous intéresse beaucoup de pouvoir avancer avec vous. Alors en particulier les plus-values que je vois, alors je ne sais pas si c'est... Enfin, en tout cas, c'est une plus-value, je pense, pour l'ensemble de nos travaux. C'est-à-dire, on aura le fait d'échanger sera une plus-value et pour nous, ça c'est sûr, et j'espère pour vous. Donc, sur 3 points, la première chose, alors, qui est clairement une plus-value pour nous, parce que vous êtes beaucoup plus avancés que nous là-dessus, c'est sur la question de l'empowerment. Donc, après avoir mesuré comme ça que la précarité était vraiment ce déterminant distant mais très très puissant des inégalités de santé, on a souhaité regarder dans quelle mesure le fait d'améliorer l'empowerment des immigrés, donc de les équiper pour qu'ils puissent mieux se saisir des ressources qui existent en France, pouvait être un levier pour mieux prendre en charge, pour qu'ils prennent en charge mieux leur santé. Et ça, on a mesuré, alors là, moi je mesure depuis 2-3 ans où on travaille là-dessus avec mon équipe, comme on est en retard
par rapport en particulier alors, aux équipes canadiennes et aux équipes américaines. Et voilà, donc nous, on passe beaucoup de temps à lire des travaux de Canadiens en ce moment. Et donc, voilà, donc je me réjouis de pouvoir pas seulement lire, mais échanger. Un deuxième point pour lequel je crois qu'on a beaucoup à échanger, c'est sur la question de la recherche communautaire. C'est pareil, je crois, en France, on est assez en retard sur ces questions-là. Et j'ai apprécié votre façon de mener la chaire, et vous vous appuyez vraiment beaucoup sur les personnes directement concernées par les questions que vous traitez. En France, on y vient, mais on a du chemin à faire et beaucoup à apprendre. Voilà. Et puis, je pense que ce qui est de toute façon intéressant, mais ça a été dit déjà, donc je vais juste le mentionner, c'est d'avoir ces approches comparatives. Les populations immigrantes d'Afrique subsaharienne sont présentes et voilà, une présence importante aussi bien en France qu'en Belgique, dans plusieurs pays d'Europe et qu'au Canada, mais toujours avec des contextes très différents, que ce soit des contextes d'immigration, des contextes politiques. Nous, par exemple, en France, on a une couverture maladie universelle assez unique avec notre système d'aide médicale pour les étrangers qui fait que les personnes sans papier ont accès à une aide médicale d'État, donc une couverture maladie dès lors qu'elles peuvent justifier 3 mois sur le territoire français. Donc, on a ce système qui est en théorie en fait très protecteur et puis en pratique pas tant que ça. On voit que l'existence de droits ne garantit pas l'accès aux droits. Voilà, et donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça sera intéressant de regarder en fonction de ces contextes juridiques, politiques, géographiques. Le climat, ça compte aussi. Sociaux, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre par des regards croisés comment mieux prendre en charge la santé des immigrés et comment les aider à nous apprendre à améliorer la situation. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour ces précisions et ces pistes sur les recherches comparatives qui semblent très, très prometteuses. Donc là, nous passons maintenant du côté de la Belgique. Et puis, Mireille Le Guen est démographe, postdoctorante à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Elle travaille actuellement sur l'usage des pratiques contraceptives des immigrés et descendants et descendantes en France. En tant que chercheuse associée à l'Institut national d'études démographiques et fellow de l'Institut Convergence Migration, vous travaillez sur les trajectoires administratives, familiales et professionnelles des immigrés en Belgique. On peut certes, au travers des thématiques de la chaire, trouver des similitudes. Qu'en pensez-vous? Avez-vous aussi quelques pistes pour ouvrir un peu le bal? Merci Louisa, merci beaucoup. Je me réjouis également de cette collaboration au sein de la chaire portée par Marie-Hélène et des discussions que nous avons d'ores et déjà eues et qui ont été très enrichissantes et très motivantes et de comparer justement, comme le mentionnait également Annabelle, des contextes socio-économiques différents et aussi politiques sont très stimulantes pour comprendre les déterminants sociaux de la santé chez les immigrés. Et j'aimerais peut-être mettre la focale sur l'importance de regarder plus spécifiquement la santé des immigrés, puisque ayant l'habitude de travailler sur des enquêtes en population générale, donc sur l'ensemble de la population, on a des fois, on a souvent, du mal à regarder plus spécifiquement ce qui se passe pour les immigrés pour 2 raisons basique la plupart du temps, c'est déjà des effectifs trop faibles, c'est-à-dire qu'on manque de puissance statistique qui nous permettrait de revoir de réelles différences entre les populations natives et les populations émigrées.
immigrés, pardon. Et puis, un deuxième point qui me semble important, c'est que finalement, dans ces enquêtes, on ne pose pas des questions qui sont spécifiques aux immigrés et qui pourraient justement expliquer certaines de leurs difficultés. Je pense notamment, comme vous l'avez dit et répété, la question de la barrière de la langue dans les contextes minoritaires au Canada et en Belgique. Nous avons d'ailleurs la chance d'être à la fois francophone et à la fois néerlandophone, et donc d'avoir dans un même pays 2 terrains d'exploration. Et puis aussi pour les immigrés d'Afrique subsaharienne, une condition minoritaire en termes ethniques, raciales, qu'il est intéressant de combiner en fait ces deux conditions minoritaires. Et puis, bien sûr, d'autres facteurs qui sont liés aux conditions de vie spécifiques des immigrés. Je pense à ce que j'étudie, notamment leur trajectoire administrative, leur titre de séjour et les stress qu'ils peuvent connaître à chaque terme de leur titre de séjour, qui peut impacter à la fois leur santé mentale, mais également leur santé physique à long terme. Et puis aussi un autre facteur qui n'est pas du tout exploré ou rarement dans les enquêtes en population générale, c'est l'éloignement et le stress aussi subi par l'éloignement ou le sentiment de solitude qu'on peut avoir en tant qu'immigré dans le pays d'installation. Donc en fait, je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le cadre de cette chaire de s'intéresser aux difficultés d'installation ou aux barrières d'installation que peuvent connaître les immigrés et leurs impacts sur leur santé en général et plus particulièrement leur santé mentale. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais participer à l'ensemble de ces travaux qui me semblent riches et très encourageants. Okay, merci de nous rappeler la complexité des vécus et des trajectoires et leur impact et comment ils sont différents selon les contextes et les populations. Et donc, pour clore, et non pas la moindre, du côté de nos partenaires, enfin, pas de nos dans le sens de, en tant que chercheur, mais c'est les partenaires évidemment de la chaire de Marie-Hélène. Nous accueillons Estelle Duchon, qui est directrice du Centre francophone du Grand Toronto, donc du côté de l'Ontario. Et le Centre francophone est la porte d'entrée pour les francophones qui vivent à Toronto ou qui viennent de s'y installer. Il offre des services très variés à l'ensemble de la communauté francophone dans cette région métropolitaine. Vous êtes directrice du Centre francophone qui offre des services allant de la santé primaire à l'intégration, à l'aide à l'emploi, à l'aide juridique. Quelles retombées aimeriez-vous voir résulter des travaux de cette chaire? Bonjour à tous et félicitations Marie-Hélène. Je pense que c'est une très belle nouvelle aujourd'hui que l'inauguration de cette chaire. Comme le disait Louisa, moi je suis la directrice pour les services de santé au Centre francophone, donc les services de soins primaires, de santé mentale et développement de l'enfance. Et on offre aussi tout un tas d'autres services au Centre francophone, effectivement, du côté immigration, emploi, services juridiques et beaucoup d'autres. Donc, je viens vous parler aujourd'hui du côté d'un prestataire de services. Mais avant ça, j'ai été aussi directrice générale d'une entité de planification des services de santé en français. Donc, pour moi, le côté planification des services est très important et aussi l'aspect de la recherche et des données dans la planification des services de santé. Je pense que si on veut offrir des services de qualité à nos clients et à nos patients, il faut qu'on prenne le temps de les fonder sur des données probantes. C'est pour ça que je suis tellement contente qu'on ait l'occasion de collaborer avec Marie-Hélène, avec la chaire de recherche, et que je suis certaine qu'on va pouvoir approfondir encore dans le futur ces collaborations. Dans la région du Grand Toronto, on a une communauté francophone qui est très diverse, avec énormément de nouveaux immigrants qui proviennent de différentes origines, notamment l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est très important pour nous, au Centre francophone, nous assurer que nos services répondent aux besoins de ces immigrants et de ces communautés. Donc, c'est d'autant plus important pour nous d'avoir des partenariats avec une chaire comme celle-ci pour s'assurer qu'on ait des services qui vraiment aillent répondre à ces besoins-là.
et pas juste de façon instinctive, parce que je pense qu'on sait de façon instinctive que certains services ont besoin d'être adaptés aux besoins des différentes communautés, mais vraiment en allant se poser la question quand on développe un nouveau programme, de dire prenons le temps dans le développement d'un programme d'intégrer un volet recherche et prenons le temps au moment où on offre ce programme de faire le suivi pour être sûr de s'assurer qu'on fasse un processus d'amélioration continue des programmes et qu'on soit dans un processus de qualité qui fait qu'on vient vérifier que les programmes qu'on offre répondent vraiment à ces besoins et sont adaptés aux réalités des différentes communautés. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé du contexte particulier dans lequel on est aujourd'hui. Je dois vous dire qu'encore tout récemment, quand on a commencé à développer la clinique de vaccination, pour les vaccins contre la COVID-19, on a pu voir encore une fois l'importance d'adapter non seulement nos services, mais aussi nos messages pour rejoindre notre communauté. On entend beaucoup parler en ce moment d'hésitation à se faire vacciner dans les médias et du fait que certaines communautés ont une hésitation encore plus forte à se faire vacciner. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut observer nous au jour le jour. Ces jours-ci, on a appelé un par un tous nos aînés de plus de 80 ans pour leur offrir le vaccin de façon anecdotique. Définitivement, on a pu voir qu'il y avait une différence de réaction chez nos clients suivant les origines de nos différents patients, suivant le fait qu'ils soient nouveaux immigrants, par exemple, et puis qu'il puisse y avoir tout un tas de réalités dans leur parcours de soins qui fassent qu'aujourd'hui, ils n'étaient peut-être pas prêts, par exemple, à se faire vacciner. Donc, c'est un rappel, je pense, au jour le jour qu'on a besoin de s'arrêter, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'offrir juste des services en français pour répondre à ces besoins-là. Offrir des services en français, je dirais que c'est la première étape. La deuxième étape, c'est offrir des services en français qui sont vraiment adaptés, parce qu'on ne peut pas parler d'équité dans l'accès aux services si on offre les mêmes services à tout le monde. C'est la base de l'équité, c'est de comprendre que les besoins sont différents. Donc, j'ai très hâte qu'on puisse continuer à explorer ça avec cette chaire de recherche et puis avec Marie-Hélène. Je pense que c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on va pouvoir démarrer avec la santé périnatale des femmes. Et puis ça va être la porte ouverte, je pense, pour d'autres travaux de recherche ensemble pour continuer dans le développement de ces services-là. Dans les choses, je pense qu'on a besoin de creuser, il y a la question de l'adaptation des services et il y a aussi la question des barrières à l'accès aux soins. Que ça soit en service de soins primaires ou en santé mentale, on sait qu'aujourd'hui, il y a des barrières d'accès aux soins. On sait que tous les francophones n'ont pas la même facilité d'accès aux soins de santé, donc je pense qu'on doit vraiment aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que dans certains programmes, on ne voit pas, par exemple, toutes nos communautés qui sont reflétées dans l'accès à ces programmes. Je pense que c'est rarement parce qu'il n'y a pas un besoin, c'est toujours parce qu'il y a un problème d'accès et de barrière à l'accès aux soins. Donc, merci, un grand merci Marie-Hélène de contribuer avec tes travaux de recherche à l'amélioration des services. Et puis, j'ai très hâte qu'on continue. Merci de vraiment souligner la complexité des programmes, surtout dans des situations où les populations sont très diversifiées. Puis là, il y a de belles attentes pour Marie-Hélène par rapport aux recherches et les retombées de ces travaux. Donc, pour clore, je vais donner la parole à notre directeur du collège, Monsieur Martin Meunier. C'est à vous l'honneur du dernier mot, ou le mot de la fin. Si Martin est là, je ne sais pas, peut-être. Je suis là. Oui. Juste un moment, j'ai des problèmes techniques, je crois. Voilà. Alors, je vous laisse simplement et je vous laisse remercier l'ensemble des participants à cette avant-midi. Remercier encore Louisa Véronis pour la grande qualité de son animation. Bravo à Louisa. Merci à tous les intervenants et intervenantes. Et également, je vous souhaite une très belle journée de la francophonie, internationale de la francophonie, lundi prochain. Donc, demain, c'est le 21. Alors, je vous salue et je vous dis à très bientôt, tous et toutes. Merci. Merci tout le monde.